Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Rwanda et des États-Unis. Peut-être dans la suite du premier sujet, Washington et Kigali envisagent un accord d'expulsion de migrants. Et c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères qui confirme une telle information, même si les États-Unis ne l'ont pas encore confirmé officiellement. Les États-Unis et le Rwanda seraient en discussion pour un accord d'expulsion de migrants. On sait que le président américain Donald Trump n'avait pas caché sa vision d'expulser vers d'autres pays des migrants ou des résidents illégaux sur le sol américain, à commencer par les Sud-Américains et d'autres nationalités également, des Africains. On sait le problème qui s'est posé avec le Soudan du Sud, les pays africains également, avec les migrants expulsés des États-Unis. Le Rwanda, après l'échec de cet accord avec le Royaume-Uni, envisage de conclure un accord type avec les États-Unis. Nous en parlons avec nos invités. Mais bien avant d'aborder cet aspect, Russe, vous étiez en train de réagir sur ces relations entre les États-Unis et les pays africains, surtout avec la République démocratique du Congo. Oui, en fait, j'expliquais tout simplement que c'est une relation d'intérêt et que en réalité la paix est brandie. Mais pour moi, mettons, c'est un pompier pyromane. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait les moyens de mettre la paix convenablement au Congo et de booster tous les élans démocratiques que l'on pourrait souhaiter à ce pays et qui a fait totalement le contraire. Et donc, maintenant, oui, on a un conflit dans cette région-là et l'accord de coup, on impose aux États des accords miniers contre une pseudo-défense de leur territoire. D'une certaine manière, en termes crus, c'est du mercenariat. Moi, j'appelle ça du mercenariat. C'est-à-dire, je ne vois pas trop la différence entre ce type de métier et ce que proposent les États-Unis au niveau du Congo et même au niveau du Rwanda. Parce que le Rwanda lui-même prétexte du fait de la sécurité à sa frontière. Et c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs intrusif dans ce genre de conflit. Maintenant, pour revenir à la question... Justement, je reste avec vous. Vous parlez également de ce même Rwanda qui envisage un accord d'expulsion de migrants avec les États-Unis. On sait qui avait eu cet accord avec le Royaume-Uni. C'est vrai, ça n'a pas marché avec le changement de Premier ministre. L'accord a été rompu. Il y a des reliquats qu'il faut régler et tout. Mais le Rwanda continue de recevoir des migrants sous l'égide des Nations Unies. Ça... C'est un autre cas. Le pays conclut directement un accord avec les États-Unis, selon son ministre des Affaires étrangères, pour recevoir des migrants en attendant peut-être qu'ils retrouvent une autre terre d'asile, même si certaines voix estiment que le Rwanda n'est pas une bonne destination pour les migrants. Bon, alors, en toute sincérité, j'avoue que je lis cette actualité depuis un bon nombre de temps et j'ai du mal à expliquer ce qui pourrait motiver le Rwanda dans de tels procédés. Pour ce qui est des États-Unis, je comprends parce que c'est séculaire. C'est-à-dire, vous prenez l'Europe, vous prenez les États-Unis, on a toujours banni, on a toujours exporté. Par exemple, un certain nombre on va dire de cités qui sont devenues de grandes villes actuellement. Sont le fruit de bagnards qui ont été exportés de l'Europe vers les États-Unis, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est très récurrent. Mais après, ce qui m'étonne, c'est le fait que le Rwanda veuille en faire un business. Et vous pensez que c'est du business ou bien c'est plutôt de l'humanisme? Ben non, le Rwanda, j'ai pas la sensation que le Rwanda soit un pays sous-peuplé ou un pays qui manque d'hommes ou qui. Alors, l'humanisme consisterait en quoi? C'est-à-dire en quoi le fait d'importer du migrant en difficulté. Importer du migrant? Oui, parce que c'est ça. Pour leur servir de terre d'asile. Oui, terre d'asile, c'est quoi la contrepartie? S'il n'y a pas d'argent, ça veut dire que l'on suppose que c'est des migrants qui peuvent enrichir le territoire. Maintenant, si ces migrants peuvent enrichir le territoire, en quoi pourraient-ils enrichir le territoire? D'autant plus que ce sont des personnes dans la difficulté. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, qui vont être comment dirais-je, exportées dans un pays qui lui-même est dans la difficulté, parce que le Rwanda, c'est pas un pays développé. Et le gouvernement rwandais, il fait comment pour subvenir à leur octroyer de l'aide et ainsi de suite. Le Rwanda, c'est pas un pays riche. Le Rwanda a ses propres pauvres. Donc quand, par exemple, on va exporter, je ne sais pas moi, de l'Afghan,
je sais pas moi, du Kurde ou bien toute une... Ok, d'accord, oui, bon, ils arrivent dans le pays, comment ils font pour s'adapter, comment fait-on pour les encadrer On reviendra justement sur ces aspects tout à l'heure, si vous permettez, aux Russes. Alors, Beausoleil Obekou, le Rwanda a confirmé par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères que les discussions sont en cours avec les États-Unis, même si les États-Unis de leur côté ne l'ont pas encore confirmé officiellement. Le Rwanda et les États-Unis seraient en train de discuter pour un projet d'expulsion de migrants. Le Rwanda n'est pas à sa première initiative. Un tel accord avait été initié avec le Royaume-Uni. C'est vrai, le changement de gouvernement a fait qu'il n'a pas marché, mais le même accord est en cours avec les États-Unis. Les États-Unis aussi avec Donald Trump, qui ne veulent plus de certains migrants sur leur sol. Oui, au fait, si l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda n'a pas pu marcher, c'est qu'il y a eu aussi une question juridique. Parce que est-ce que l'accord qui a été conclu avant, je parle du Royaume-Uni entre le Rwanda et le gouvernement Boris Johnson. Et entre-temps, les gens ont considéré cet accord comme illégal. Donc, c'est ce qui a fait aussi que le gouvernement qui est arrivé à la suite a pu abandonner cet accord-là parce que les gens, l'accord-là n'arrive pas à être aussi validé au niveau juridique. Donc, ça veut dire que si ça n'a pas pu marcher entre le Rwanda et le Royaume-Uni, moi j'estime aussi que ça serait difficile que ça marche entre les États-Unis et le Rwanda. Vous trouvez par exemple la justice américaine devenir oui, bien sûr, parce que les juges américains sont capables de bloquer certaines décisions de l'exécutif américain. Donc, et au fait, moi je me pose beaucoup de questions et sur l'intérêt de ces accords-là, et surtout de l'implication du Rwanda, l'intérêt pour les pays africains, pour les ressortissants africains. Je crois que c'est les ressortissants africains qui seront expulsés vers le Rwanda. Et au début du mandat de Donald Trump, des Mexicains ont été beaucoup expulsés vers le Mexique. Le Mexique a accueilli ces migrants qui ont été vraiment... Et on a aménagé même des espaces pour les accueillir. Maintenant, ceux qui seront expulsés vers le Rwanda, j'estime que ça sera les Africains. Maintenant, quel avantage, quel intérêt cet accord-là a pour les Africains qui seront... c'est-à-dire que les Africains qui seront expulsés ont quel intérêt dans cet accord-là? Est-ce qu'on pourrait trouver un accord qui va dans leur intérêt? C'est ce que j'ai dit, que si on trouve un accord qui ne va pas dans leur intérêt, donc ça veut dire que cet accord-là ce n'est pas opportun. Parce que ici, il s'agit des hommes, il s'agit de la vie des hommes. Et vous avez posé la question tout à l'heure, si vous avez fait le commentaire comme quoi c'est peut-être pour une question humanitaire que le Rwanda pourrait... Et si ça ne concerne, s'il n'y a pas un intérêt pour ceux qui sont expulsés des États-Unis, donc ça veut dire que ce n'est pas le Rwanda n'aide pas ces migrants qui sont expulsés. Donc moi j'estime que si expulsion il y aura, qu'on s'arrange à ce que ces migrants soient expulsés vers leur propre pays. Donc, ils seront plus... Justement, pour éviter d'être obligés d'expulser chacun vers son propre pays, qu'on trouve une terre d'asile pour eux tous en même temps. Et Oris l'a dit, s'il n'y a pas un intérêt caché pour le Rwanda, je crois qu'aucun pays africain n'est intéressé par, vous avez parlé tout à l'heure de la Libye, que cet accord-là est envisageable ou est envisagé avec la Libye. Bon, c'est pour le Rwanda que qui est en tout cas officialisé. En discussion quand même, on n'a pas encore conclu quelque chose. Même le camp américain n'a pas encore réagi. Donc, si le Rwanda s'intéresse à
à ces sujets d'accueillir les migrants ou les ressortissants, surtout africains, qui sont expulsés de l'Occident. Je crois que beaucoup d'Africains ne voient pas ça d'un bon œil et j'estime aussi, je le dis, je le répète, que ça serait difficile que ça marche et que un tel accord marche parce que les tribunaux et les juges américains, il y aura toujours des gens qui vont remettre ces accords-là en cause. Et je crois que même avec le changement d'un régime, comme ça s'est passé au Royaume-Uni, et on peut quand même peut-être abandonner ce genre d'accord. Parce que même les expulsions massives annoncées, ça ne marche pas. Ça ne marche au jour d'aujourd'hui si un accord entre le Rwanda et les États-Unis sont envisageables pour que le Rwanda puisse accueillir les ressortissants africains. Ça veut dire que les États-Unis peinent à pouvoir mettre à exécution leur système d'expulsion des migrants. Alors, pourquoi le Rwanda s'intéresse tant à cette affaire de recevoir des migrants qui sont expulsés soit du Royaume-Uni, soit du Danemark, soit des autres pays en crise et maintenant des États-Unis? Quand on sait que, comme vous le dites, ce ne sera pas du goût de certains pays africains, pourquoi le Rwanda plutôt s'intéresse à une telle situation? Oui, c'est ce que je disais. Et Horis l'a dit, il y a un intérêt, il y a de l'argent. Et comment... Et pourtant, on sait qu'en matière de population, le Rwanda, on pourrait dire, par rapport à sa superficie et sa population, le Rwanda a besoin plutôt d'espace. Oui, au fait, moi je me dis, et pour répondre d'abord à la question, l'intérêt, c'est que je me réfère à l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Et ça a été affiché que au retour, ça coûte cher quand même. C'est-à-dire que le Royaume-Uni devait verser verser même une importante somme au Rwanda. Donc c'est ça l'intérêt. Mais effectivement, les Africains, les pays africains, les populations africaines n'acceptent pas et c'est quand même très très difficile. Et bon, on se souvient que même quand les Français avaient voulu expulser même des ressortissants algériens vers l'Algérie, vous avez vu ce qui s'est passé. L'Algérie a catégoriquement refusé d'accueillir ces expulsés. C'est ce qui a fait que la France a été obligée de revoir sa copie et que ces ressortissants algériens n'étaient pas expulsés. Actuellement, je crois qu'il n'est pas quand même, je dirais, dans l'intérêt de ces migrants africains que le Rwanda passe un accord pour pouvoir accueillir et aider les États-Unis à expulser ces Africains. Horus Donkovi, pourquoi le Rwanda s'intéresse-t-il tant à l'idée de recevoir des migrants expulsés des autres pays, quand on sait que le pays même a des besoins d'espace vital? Le pays devrait peut-être s'intéresser à la gestion de certaines crises sociales. C'est vrai, avec le président Kagame, tout semble calme, mais on devait peut-être imaginer ce qui pourrait se passer après lui. Oui, en fait, pour moi, c'est du business. Je pense qu'il faut le dire de façon crue, c'est du business. Au prix d'une certaine harmonie sociale, quand on connaît l'histoire du pays et quand on jette un coup d'œil à peut-être on s'imagine un peu ce qui pourrait se passer après Kagame. Alors, est-ce que c'est, je dirais même pendant Kagame, parce que le problème n'est pas de faire venir des migrants sur son territoire. Le problème aussi est de penser à la capacité d'absorption de ces populations. Lorsqu'on fait venir des gens sur votre territoire, encore faut-il que ces personnes soient acceptées par ceux qui y vivent déjà. Et après, bien entendu, vous faites venir des personnes, elles ont leur paradigme, elles ont leur rythme, elles ont leur culture, elles ont leurs automatismes, elles ont leur envie d'épanouissement. Comment est-ce que vous gérez cela? C'est-à-dire, même si on vous donne, je ne sais pas, une somme de façon régulière qui vous permette mettons dans le contrat, de les gérer,
Encore faut-il que vous arriviez à le faire, d'autant plus que l'idée première est d'en tirer des bénéfices. Donc moi, personnellement, j'ai du mal, je ne comprends pas trop. J'ai jamais trop compris, même depuis l'histoire avec les Royaumes-Unis, j'ai jamais trop compris là où est-ce que le Rwanda voulait en venir. Parce que comme je le dis encore, oui, il y a les belles images, il y a les photos, il y a le redressement du pays qui a été initié par M. Kagame, que tout le monde salue. Mais cela étant dit, le Rwanda reste un pays en voie de développement. Tout n'y est pas beau, tout n'y est pas encore réglé. Et donc, le fait d'accueillir même des migrants ne concerne pas que le Rwanda, ça concerne aussi tous les pays qui sont autour. Parce que les migrants sont des êtres humains et par essence, on ne les met pas en cage. Un être humain se déplace, un être humain veut le meilleur pour lui-même et sa famille, et donc ce migrant-là, il ira peut-être demain en Ouganda, il ira au Burundi, peut-être il ira au Zimbabwe, peut-être il ira en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et donc c'est un business assez curieux. Je ne me l'explique pas, je n'arrive pas. J'ai beau lire tout ce qu'il y a autour, j'ai du mal à comprendre là où veulent en venir les autorités rwandaises. Alors, quand on jette le coup d'œil, ou bien quand on voit la situation, on parle beaucoup plus des autorités rwandaises, mais il faut voir aussi du côté des États-Unis. Avec d'autres présidents, l'expulsion de migrants n'a pas été une telle priorité comme on le voit aujourd'hui. Les États-Unis, les États occidentaux, ils sont habitués au phénomène. Et ils sont d'autant plus habitués au phénomène que une des raisons récurrentes de conflits et de guerres a justement été le fait de devoir déplacer des populations de part et d'autre d'un royaume, d'un duché, et ainsi de suite et tout ça. Et même lorsque vous prenez un État comme les États-Unis, c'est un État qui est majoritairement composé de personnes qui ont dû quitter leur population parce qu'elles étaient persécutées, quitter leur pays d'origine parce qu'elles étaient persécutées. Donc, alors, soit vous aviez des bagnards qui étaient exilés, soit vous aviez des bannis à qui on proposait de fuir le pays au risque de se faire tuer sur leur terre d'origine, ou soit vous avez des personnes qui étaient persécutées, notamment avec les conflits de religion, ou soit des personnes qui ont connu, les affres de maladies récurrentes comme la peste et ainsi de suite, qui étaient obligées de se déplacer et qui ont trouvé asile aux États-Unis. Donc ce sont, si vous voulez, des peuplades qui ont cet automatisme-là. Quand quelque chose ne va pas, on exporte ce qui est l'objet de litige ou ce qui est l'objet de conflit. Je vais vous donner un exemple banal que tout le monde connaît. Lorsque les États-Unis, les Occidentaux, disons, s'installent aux États-Unis, la première des choses qu'ils font, c'est de cantonner ceux qui leur posent problème. Et c'était qui leur proposait problème? C'était les Amérindiens. Les natifs. Les natifs, on les a regroupés, on les a mis dans les camps. C'est pas si vous voyez. Donc c'est quelque chose de récurrent. Actuellement, ce qui pose problème, ce sont les migrants. On a mis les latinos. Ok, d'accord, on les a expulsés. Alors, il y a une anecdote, par exemple, qui est intéressante. C'est lors de la guerre mondiale, lorsqu'on a fait on a fait des camps de concentration pour les Japonais, pour les Asiatiques. Par exemple, ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens l'ignorent, mais lors de la guerre mondiale, lorsqu'on est rentré en conflit avec le Japon, à un moment, on a fait des camps de concentration, on a rassemblé tous les Asiatiques, on les a mis dans les camps de concentration. Donc, c'est un automatisme qui est séculaire. Est-ce qu'il faut le justifier aujourd'hui? Parce qu'on a du mal à justifier pour le Rwanda. Ne faut-il pas rester dans la même logique? Il faut comprendre que pour les États-Unis aussi, ce n'est pas justifiable. Non, c'est que pour les États-Unis, c'est-à-dire Trump est d'un certain âge, Trump est d'un certain peuple, d'une certaine historicité, et dans dans cette historicité-là, il y a cette façon récurrente de procéder. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant que Trump se lève et dit ok d'accord, aujourd'hui on va expulser les migrants, aujourd'hui ou bien demain on va mettre les gens dans des camps. D'ailleurs ils ont déjà commencé avec les latinos qui traversaient la frontière du sud des États-Unis. On fait des camps où on parque les gens. Donc pour moi c'est récurrent. Vous prenez l'histoire européenne, vous prenez l'histoire américaine, c'est un phénomène récurrent. Par contre, qu'un pays africain dise moi je vais accepter
les migrants que vous expulsez, ça, je n'ai jamais entendu. Et c'est d'autant plus, pour moi, c'est d'autant plus sensible que l'Afrique a déjà connu des retours sur le territoire qui parfois se sont mal passés. Donc pour moi, c'est sensible parce que lorsque vous acceptez les migrants, il faut poser la question de l'absorption de ces migrants par les populations qui sont présentes. Parce que ces migrants-là, je ne vois pas comment vous allez les parquer. Je sais pas, il y a un chiffre au-delà duquel, il y a des limites au-delà desquelles vous n'arriverez pas à les contenir. Donc si vous comptez sur l'argent qu'on va vous octroyer pour pouvoir les entretenir, je suis très dubitatif parce que cet argent ne va pas vous suffire. Il s'agit c'est des êtres humains. C'est des gens qui vont grandir, c'est des gens qui vont vouloir s'épanouir, c'est des gens qui peuvent estimer qu'ils ne sont pas à l'aise dans votre pays, qui vont vouloir migrer. Ce sont des gens qui vont, par exemple, chercher de l'emploi, ainsi de suite. Il y a la santé, il y a les écoles, il y a le système social, il y a plein de questionnements. Et malheureusement, le Rwanda ne répond pas à ces questions-là. Donc c'est un phénomène étonnant. Mais pour ce qui est des États-Unis, non. Vous avez vu. Alors je donne un autre exemple. Lorsque Trump fait sa proposition pour Gaza, il dit bon, ok, d'accord, bon, on prend tout le territoire, on ramasse tout le monde, bon, on les parque quelque part, on va en faire une station balnéaire. Mais alors les gens ont crié au scandale. Mais en réalité, c'est une façon récurrente de procéder des peuples occidentaux. Ce ne sera pas la première fois. Merci beaucoup à vous, Russes. Alors, quelles conséquences pour la sous-région quand on sait que déjà, avec les groupes rebelles, on a du mal à trouver une certaine stabilité et imaginez l'arrivée de migrants encore au Rwanda, dans la région des Grands Lacs. Est-ce qu'on peut imaginer des conséquences pour les autres pays? Il y aura certainement des conséquences. D'abord, Oris vient de le dire, il faut penser à l'absorption de ces migrants expulsés et par la population locale, parce que si tôt ou tard, ceux qui seront expulsés, que le Rwanda va accueillir, ils vont aussi, ce sont des êtres humains qui vont s'épanouir et qui vont aussi avoir des familles, ils vont avoir des progénitures, tout ça. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le temps, il y aura toujours de ces problèmes-là, et sûrement des conséquences il y a toujours, c'est parce que les pays d'accueil comme les pays occidentaux n'arrivent plus à gérer ces flux migratoires ils expulsent ces migrants vers le Rwanda. Si on expulse ces migrants vers le Rwanda, ça veut dire que tôt ou tard, ce problème-là va se poser aussi dans les pays d'accueil, notamment au Rwanda. Donc, c'est ce qui me fait dire tantôt que ça serait quand même très difficile que ce projet-là aboutisse, parce que j'en ai pour preuve ce projet qui a connu déjà un échec entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Quelles conséquences faut-il imaginer pour la sous-région, pas seulement le Rwanda, mais les autres pays de la région des Grands Lacs? C'est une grosse question. Ça va dépendre de la qualité des migrants. Ça va vraiment dépendre, de la qualité des migrants. C'est-à-dire, ça peut être aussi positif pour les autres pays? Tout dépendra de la qualité des migrants. Si par exemple ce sont des ouvriers spécialisés, ça peut être bénéfique. Par contre, si par exemple il s'agit de personnes qui ont des mœurs plus ou moins en adéquation avec celles des populations qui les accueillent, oui, ça peut être problématique. L'Afrique, c'est pas la première fois que l'Afrique subit, je vais pas dire subit, mais connaît des retours de population. Mais par contre, ça ne s'est pas bien passé partout. Alors je vais peut-être extrapoler un peu, mais si vous prenez par exemple le cas du Libéria où on a ramené des Afro-Américains pour réintégrer des terres africaines, ça ne s'est pas spécialement bien passé. Si vous prenez le reste des côtes africaines où on a eu des retours de population, ces populations se sont mixées avec les populations locales, ça a donné les grandes familles que l'on connaît même au Togo, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une question de la qualité de ceux qui viennent. Il y a ceux qui vont arriver, qui vont trouver peut-être que le pays est intéressant, qui vont s'adapter, qui vont prendre racine, qui vont se marier avec les populations locales et ainsi de suite. Il y a ceux qui vont venir, qui vont rester entre eux et qui vont peut-être à terme, peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans,
créer des frictions avec les populations locales qui vont estimer que peut-être qu'elles détiennent un pan de l'économie de ces pays-là et qu'ils ne se mixent pas. C'est ce qu'on a par exemple en Afrique avec les communautés syriennes et les communautés libanaises qui parfois sont installées dans nos pays bien avant nos indépendances, tout simplement parce qu'il s'agissait toujours des colonies françaises ou anglaises et qui avaient des déplacements de population en fonction des spécialisations. Donc c'est vraiment une question de la qualité des communautés et ce qu'elles offrent et de leur capacité à être absorbées par les populations présentes. Si elles sont correctement absorbées et que au final elles font bloc avec ces populations, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple elles constituent un genre de communautarisme qui se met en dehors des réalités sociétales du territoire qu'elles investissent, ça va être compliqué. Alors, est-ce que ces migrants pourraient investir la région des Grands Lacs et aller dans d'autres pays s'ils sont normalement reçus par le Rwanda, ou bien le pays mettra en place des mécanismes pour contrôler leur déplacement? Je suppose que le Rwanda va présumer de cela, mais après, personnellement, moi, je trouve que ça va être compliqué parce que, bon, l'Afrique n'a pas, à mon sens, l'Afrique n'a pas certaines structurations occidentales. On passe d'une frontière à l'autre de très facilement, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas trop comment il pourra peut-être surveiller une partie, mais je le vois mal tout surveiller. Et puis il s'agit d'une région qui est plus ou moins instable. Hein. Le Rwanda est en conflit, le Burundi est en conflit, l'Ouganda a ses soucis, le Congo est en conflit. Vous prenez le Kenya a des attaques terroristes, le Mozambique a des attaques terroristes. Vous prenez le Zimbabwe est en crise. La Centrafrique, il y a un conflit, le Cameroun, il y a un conflit, c'est compliqué, donc je suis très très étonné. Je suis très très étonné de comment ça va se passer. Et puis encore une fois, il s'agit vraiment de la qualité des migrants. Si par exemple dans votre pays on vous importez de l'ouvrier spécialisé qui connaît l'agriculture moderne par exemple et qui est dynamique dans un certain nombre de secteurs, le secteur minier, le secteur scientifique, technologique, si vous exportez par exemple vous importez plutôt par exemple du médecin, vous importez de l'infirmier, vous importez de l'enseignant et ainsi de suite, mais il va de soi que oui, le pays est content de récupérer. Maintenant, si c'est différent, si c'est par exemple, parce qu'on ne dit pas la qualité de ceux qui vont être exportés, ça peut être des anciens détenus. On a eu le cas des États-Unis, ça aussi c'est encore, ils l'ont fait avec Guantanamo. Ça peut être des détenus. On a vu, pour revenir encore là où je dis que c'est quelque chose de séculairement pratiqué en Occident, il y a eu la dernière proposition d'un ministre qui dit à un moment, qu'il envisage de déporter un certain nombre de personnes dans une localité, et les gens ont réagi en disant que mais non, ça ne se fait pas. Donc voilà quoi. C'est-à-dire c'est vraiment une question de la qualité de ce qui est. Est-ce que c'est quoi? C'est des anciens détenus? Par exemple, je pense le Salvador, ils ont importé des anciens détenus. Donc vraiment, c'est une question de la qualité des personnes qui vont venir. Merci beaucoup. À vous, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Beau Soleil. Merci. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.